America qu'on voit dans ces téléfilms-là, il est un peu particulier parce que c'est un Captain America qui n'existe pas du tout dans les comics. C'est-à-dire que, pour plein de raisons sur lesquelles on va revenir un peu plus tard, on a décidé d'inventer un fils au héros premier. C'est-à-dire que Captain America, le vrai Captain America, il est créé fin 1940 par Joe Simon et Jack Kirby, à un moment où les États-Unis n'étaient pas encore dans la Seconde Guerre mondiale, et eux se sont dit c'est pas possible, on va y aller. C'était pas évident, il y avait un vrai schisme au sein de la population. Il y avait des gens qui ne voulaient pas s'occuper d'une guerre qui n'était pas la leur, et une autre partie de l'Amérique qui voulait y aller. Captain America a été créé dans cet esprit-là, en disant on ne peut pas laisser le reste du monde face à la menace du nazisme, il faut y aller, et donc c'est quand même une BD qui à l'époque était destinée surtout aux enfants, et sur le premier numéro, Captain America casse la figure à Adolf Hitler. Pour les producteurs de télé des années 70, proposer à la jeunesse un type qui était un vétéran de la Seconde Guerre mondiale, on ne voyait pas trop l'intérêt, c'est peut-être aussi que l'histoire paraissait compliquée à raconter. Et vient cette idée d'inventer un Steve Rogers Jr., c'est-à-dire le fils de Captain America, qui reprend le costume, en tout cas un costume étoilé, pas tout à fait similaire à celui de son père, et qui devient héros à sa place, sauf que ce Steve Rogers-là n'existe pas du tout dans la BD. Et quand on recompose un peu les choses, on se rend compte que dans les années 70, il y avait quelque chose qui est très populaire aux États-Unis, un peu moins en Europe, qui étaient les grands shows de cascadeurs. Et parmi ces grands cascadeurs, il y avait un type qui s'appelait Evel Knievel, qui est un motard avec un costume étoilé. Donc c'était le type capable de sauter au-dessus de 14 autobus ou je ne sais quoi, enfin au-dessus de gouffres avec sa petite moto, et qui était très populaire. Et on sent finalement que la licence Captain America a servi à habiller un personnage motard qui fait un petit peu ces cascades, alors des cascades quand même de l'époque. L'autre élément aussi, il est que si vous êtes cinéphile, vous connaissez peut-être un film qui s'appelle Easy Rider, dans lequel un des deux personnages passe son temps à faire de la moto sur une moto qu'il a surnommée Captain America. Donc Captain America, à l'insu de son plein gré, est devenu une icône des motards. Tout ça pour expliquer qu'il y avait une sorte de sens, plus ou moins compréhensible, mais il y avait quand même un sens à faire un Captain America motard dans les années 70, qui s'inspirait un petit peu du costume d'Evel Knievel, et qui allait dans ce sens-là. Captain America en Europe, et en France en particulier, on l'a vu au début des années 80, pas à la télé, mais dans les salles obscures, au cinéma, et avec des grandes affiches qui nous promettaient le film de Captain America, plein de publicités dans la presse de l'époque, si ce n'est que ce film-là, c'était pas un film, c'était le téléfilm de Captain America qu'on avait resaucissonné, transformé en film pour les spectateurs européens. Alors, pourquoi les Américains n'y ont pas eu droit au cinéma, allez savoir. Des personnages tels que Hulk et Captain America, si on leur enlève les téléfilms et la série télé, on désintègre leur notoriété en France. Il y a franchement un avant et un après, et c'est à la jonction des années 80, lors de la sortie de ce film-là, que d'un seul coup, le grand public a commencé à dire « bah oui, bon sang, Captain America ». Avant, c'était connu de quelques collectionneurs acharnés qui allaient chercher Captain America dans des petites revues noir et blanc, petits formats, dont les aventures étaient publiées dans le désordre le plus total. Il fallait s'y retrouver, il fallait vraiment s'accrocher. Et il y a la sortie de ce film qui a un petit peu mis le pied à l'étrier de l'éditeur. Il a fallu s'arranger pour publier les histoires de manière un peu plus cohérente, et puis affirmer ce truc-là. Il y a ça aussi peut-être été un test, parce que souvent on se dit Captain America c'est pro-américain, c'est une sorte de Rambo, le drapeau patriotique sur le visage. Il n'en est rien. Si on se reporte à ce que j'expliquais tout à l'heure sur la création même du personnage, il faut se souvenir que Captain America, c'est un type qui a été créé dans l'idée d'aller aider l'Europe. Donc au contraire, c'est pas quelque chose qui est auto-centré sur les États-Unis, c'est plutôt un personnage qui représente ce que devrait être l'Amérique, qui met la barre bien haut et qui représente le rêve américain, ce que les Américains devraient être. Captain America, c'est une BD qui est souvent très critique
avec les États-Unis, qui a parfois fait de véritables paraboles. C'est-à-dire que pour ceux qui connaissent le règne du président Nixon aux États-Unis, ça s'est plutôt mal fini. Il a été pris dans des histoires d'écoute téléphonique, c'est le scandale du Watergate, et c'est le président des États-Unis qui a quand même été obligé de démissionner suite à ce scandale d'État. Quelques mois plus tard, dans la bande dessinée de Captain America, on pourrait s'imaginer que ce personnage-là, avec le drapeau sur le costume, ne juge pas utile d'en parler. Au contraire, il y a une saga qui s'appelle la saga de l'Empire secret, où Captain America lutte contre des terroristes qui veulent prendre le pouvoir aux États-Unis. Le maître de ces terroristes, le terrible numéro 1, s'enfuit dans les rues de Washington, s'enfuit jusqu'à la Maison Blanche. Captain America le poursuit en disant « Mon Dieu, il va s'en prendre au président », le poursuit jusqu'au bureau ovale, et lui tombe dessus, le démasque hors champ, et est terrifié quand il comprend de qui il s'agit. On comprend finalement que le maître des terroristes était le président lui-même. Et en fait, était Nixon lui-même à l'époque. Donc c'est quand même plutôt gonflé, et je ne suis pas sûr que beaucoup de personnages autres, que ce soit américains ou français, oseraient rebondir sur un scandale d'État, et puis le mettre en scène comme ça, de cette manière-là, dans des BD parus quelques mois à peine derrière ça. Bien entendu, il y a quand même un grand rendez-vous patriotique, qui est que quand les États-Unis rentrent en guerre, quand ils sont attaqués lors d'attaques terroristes, on peut parler du 11 septembre, Captain America est là. Mais c'est pas simplement prêchi-prêcha pour les États-Unis, il y a un vrai devoir d'inventaire, et il y a un sens critique. Clairement, Captain America donc, est l'œuvre de jeunesse d'ailleurs de Joe Simon et Jack Kirby. Il est resté un petit peu au placard quelques années dans les années 50. Il a été ramené par Jack Kirby, qui était dessiné à nouveau pour Marvel, et puis par le scénariste Stan Lee. Donc c'est à ce moment-là, quelque part, qu'il donne à ce personnage-là une nouvelle prestance. C'est-à-dire que c'est quand même un type qui, dans leur histoire, a été... c'est un hibernatus, il est tombé dans la glace dans les derniers mois de la guerre en Europe. Il est tombé dans la glace, son corps a été préservé, et il ressort dans les années 60, à quelques semaines à peine de la mort de Kennedy. Donc il y a un côté arthurien un peu. D'un seul coup, l'Amérique doute, elle a perdu un symbole, et puis c'est pas fait exprès comme ça, mais d'un seul coup arrive ce type-là qui lui doute pas, vient d'une époque où il y avait deux camps, il y avait le mal absolu qu'il fallait combattre, et puis un camp qui savait où était le bien. Donc il y a cette espèce de nostalgie de temps un peu plus défini. Il devient le leader naturel des Avengers. C'est d'ailleurs via les Avengers que sa popularité va gonfler, qu'au bout d'un certain temps, quelques mois, Stan Lee va se dire on ne peut pas faire l'impasse. Et non seulement c'est un personnage secondaire des Avengers, mais aujourd'hui, il faut lui rendre sa série. Dans les années 70, parmi les auteurs qui ont marqué ce personnage, on peut parler du sénateur Gene Colan, qui a été un personnage aussi, un auteur qui a travaillé sur un personnage qui s'appelle Daredevil. Donc qui a contribué à définir une bonne partie de la bande dessinée Daredevil. Voilà, il y a beaucoup de scénaristes qui ont fait des choses intéressantes avec Captain America, et y compris Steve Englehart. Alors, je parlais tout à l'heure de cette saga de l'Empire secret, et c'est Steve Englehart qui a donné un Captain America un petit peu... on va dire en retrait par rapport à la politique américaine, voire peut-être même un peu gauchiste, en tout cas pour les critères américains, et qui va l'animer pendant une bonne partie des années 70. Dans les années 80, le scénariste de référence de Captain America, il y a un type qui s'appelle Mark Gruenwald, qui, je crois, est pratiquement le recordman, ça doit être celui qui est le deuxième scénariste en ordre d'importance d'épisode, qui va un petit peu importer Captain America dans ses années fric. Et il y a plein de questionnements, plein de choses un peu clippées, beaucoup de gens, beaucoup de prétendants qui veulent rentrer, un petit peu devenir les nouveaux assistants de Captain America, voire lui succéder. Et il y a une nouvelle séquence très critique envers l'Amérique. Il y a des épisodes où les autorités américaines disent dites donc quand même, vous êtes Captain America, vous êtes anciennement un soldat, vous êtes censé nous appartenir parce que c'est un peu nous qui avons financé l'expérience qui vous a donné votre physique. Et on va vous donner 2-3 ordres. Et Captain America dit non, je démissionne. Et on le remplace par un autre type
un autre Captain America qui est beaucoup plus Dolph Lundgren dans l'esthétique et beaucoup plus binaire dans le raisonnement. Et Captain America devient un autre personnage pendant quelques mois, le temps que tout ça se rabiboche. Donc en général, c'est clairement un personnage qui résiste. Le scénariste phare de Captain America, on va dire depuis le début du XXIe siècle, celui qui l'a écrit, je crois d'ailleurs que c'est un de ceux qui l'a le plus écrit, c'est Ed Brubaker. Donc lui, il est très inspiré par tout ce qui est espionnage, film noir, et il va relancer la série, qui a été un petit peu en perte de vitesse. Il va la relancer avec un nouveau numéro 1 et faire quelque chose que personne n'avait osé jusque-là, ou en tout cas pas de manière durable. Il faut savoir que Captain America avait, dans les années 40, un jeune auxiliaire, ce qu'on appelle un sidekick, un faire-valoir, de la même manière que Batman avait Robin. Et Captain America avait un jeune garçon qui l'aidait et qui s'appelait Bucky. Et ce type-là, ce jeune garçon-là, est mort dans la même séquence d'événements qui a fait que Captain America finisse congelé pendant des décennies après la guerre. Forcément, Captain America, revenant au présent, regrette cette époque bénie où il avait cette espèce de frère substitution, se sent même coupable de ne pas l'avoir sauvé, et ça traîne comme ça pendant des années sur la série. Brubaker, lui, il arrive, et il fait ce que personne n'aurait osé faire, c'est-à-dire qu'on découvre que Bucky, le martyr de la série, en fait, finalement, a été vivant toutes ces années-là, et pire, ça a été une sorte de taupe des soviétiques, c'est devenu un assassin, une vraie machine à tuer, et Captain America, découvrant ça, découvrant que ce type qu'il avait pratiquement sanctifié est devenu une machine à tuer, doit absolument le capturer. C'est devenu le scénario du Soldat de l'Hiver, puisque le Soldat de l'Hiver, c'est le Bucky qui a été transformé en cyborg meurtrier. C'est une œuvre qui a révolutionné la série sur ces 10 dernières années, et qui a donné vraiment un ton nouveau personnage, et qui a, je crois que l'œuvre de Brubaker doit se compter à peu près sur 90 épisodes continus, et c'est vraiment quelque chose qui a marqué la série et le personnage. Depuis quelque temps, il y a une autre approche qui a été mise en place par Marvel, qui est peut-être pas trop gâché, mais enfin Captain America, il a pris un peu du recul, et il est remplacé par un nouveau personnage, un personnage secondaire de la série, qui reprend à nouveau le costume. Et en gros, on peut dire que c'est un petit peu ça la ligne directrice de la série. Tous les 10 ans, Captain America, il doute, ou il est mis hors service, ou il y a un problème qui fait qu'il est obligé d'être Captain America, et quelqu'un prend sa place quelque temps. Quelqu'un qui symbolise cette décennie-là, et puis, à un moment ou à un autre, on en revient au rêve américain. Donc il y a toujours ce besoin de douter, mais qui prend une autre forme. Et clairement, même si Brubaker n'écrit plus la série, sa marque reste sur le personnage. Au début des années 2000, en prévision de ce qu'ils allaient faire un peu au cinéma, Marvel Comics a lancé une nouvelle lignée de titres qui s'appelait Ultimate Comics, avec un redémarrage, c'est-à-dire que les anciennes séries continuaient leur vie. Captain America, tel qu'on le connaissait, continuait son 400e, 500e épisode, mais il y a eu d'autres séries qui ont été lancées comme si les personnages démarraient au début du XXIe siècle. Il y a eu une série qui s'appelle Ultimate Spider-Man qui montre un gamin moderne en train de devenir l'homme araignée, et il y a une série beaucoup plus cinématographique dans l'idée qui s'appelle les Ultimates, et les Ultimates, ce sont les Avengers réinventés pour le XXIe siècle. C'est d'ailleurs dans cette série-là que les auteurs, Mark Millar et Brian Hitch, ont eu l'idée de se dire pourquoi pas réinventer Nick Fury et lui donner le visage d'un acteur connu, genre Samuel Jackson, et puis allez, et on a vu ce que ça a lancé par la suite. Dans cette série-là, Captain America, lui, il est directement décongelé après de son sommeil dans la glace au début des années 2000. Et il y a un raisonnement qui n'est pas tout à fait le même, qui est un peu plus conservateur. Peut-être même un peu moins sympa. Il y a quelques épisodes d'ailleurs où ce personnage très guerrier se moque de la France qui a été conquise à l'époque. Il y a vraiment une tonalité cinématographique qui va donner en gros le plan de Marvel Studios pour créer les films Iron Man, Captain America, Avengers.
Bon, clairement, le Captain America qu'on voit dans les téléfilms, Steve Rogers Jr., il est très différent de celui que vous pouvez découvrir dans celui des films. Pourquoi? Bah d'abord parce qu'il n'a pas cette relation au passé, si ce n'est qu'à un moment quand même, il comprend la portée de son héritage, il utilise un autre costume d'ailleurs, mais c'est quand même pas la même chose. Et puis, peut-être aussi que sur le patriotisme, on peut se permettre plus de choses dans la bande dessinée que dans une série télé ou dans une série de téléfilms. En général, quand un film, une série télé, un dessin animé est lancé sur un personnage, si on attend 20 ans, 15 ans, les comics finissent toujours par se réapproprier ces codes-là, toujours par dire hey, « regardez, on fait une référence à… » Donc, par exemple, le Spider-Man des dessins animés, on a expliqué assez récemment qu'il existe dans une autre dimension que le Spider-Man normal, mais les deux peuvent se rendre visite. Il y a des choses comme ça. Il n'y a pas eu de BD. Il n'y a pas eu de BD où il y a vraiment Steve Rogers Jr. en motard qui débarque, qui viendrait d'un autre monde, qui serait un secret caché d'une ancienne fiancée ou de choses comme ça. Alors peut-être aussi que ça joue sur des questions de date. Dans les années 70, il était crédible qu'un vétéran des années 40 est un fils adulte. Là, ça devient de plus en plus compliqué à justifier. Clairement, c'est un personnage d'une certaine manière qui est unique. Alors, est-ce qu'à terme, les comics finiront par le réapproprier? Je ne sais pas, mais d'un autre côté, c'est l'intérêt de ces téléfilms-là, c'est que si on veut connaître ce personnage-là, il n'y a qu'un endroit, c'est dans ses aventures.